Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Africa 7. Notre invité de la rédaction de ce soir, justement, l'ancien Premier ministre du Sénégal et président du parti ACT, Alliance pour la citoyenneté du travail, M. Abdoul Mbaye. Bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir sur le plateau d'Africa 7. Bonsoir, M. Mané, très heureux également d'être accueilli par vous. Merci beaucoup, M. Abdoul Mbaye. M. Abdoul Mbaye, justement, on va commencer par ce qui est convenu justement d'appeler l'affaire Petro-Tim. Vous êtes ancien Premier ministre du Sénégal. Nous sommes à la fin de la procédure, justement, dans l'affaire dite Petro-Tim. 26 personnes ont été entendues. Vous faites partie, justement, des témoins qui ont quand même fourni des dossiers devant la DIC. Et aujourd'hui, le procureur a remis le dossier au doyen des juges, justement, pour l'ouverture d'une information judiciaire contre X, Alioune épargné. Quel est votre avis, M. Abdoul Mbaye? Écoutez, c'est une procédure qui suit son cours, mais on a dit très tôt que nous n'y croyons pas beaucoup, ou plutôt nous sommes quasiment persuadés qu'elle s'achèvera par une conclusion qui va consister à dire que M. Alioune n'est pas corrompu, n'a pas été corrompu dans le cadre de l'attribution des permis pétroliers à son employeur qui est Franck Timis et à ses sociétés. Cela nous le savions parce que simplement choisir de rechercher un acte de corruption, c'est, disons, la chose la plus difficile à faire en la matière. Par contre, il y a des faits avérés qui permettent d'introduire une action judiciaire dont on est sûr qu'elle va aboutir, c'est de rechercher les responsables du faux qui a été accompli en écriture administrative, puisque le contenu du rapport de présentation qui a conduit à l'adoption et à la signature du décret qui accorde les permis pétroliers à Franck Timis, aux sociétés de Franck Timis, est basé sur du faux, de la fausse information qui a permis de violer la loi du Sénégal. L'enquête et information judiciaire contre X n'est pas encore identifié. Peut-on s'attendre demain que ça soit contre la personne dont vous soupçonnez justement de corruption, vous? Écoutez, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que la corruption, c'est quelque chose qui se cache, c'est quelque chose qui se traite sous la table, c'est quelque chose qui se traite de la manière la plus discrète possible, c'est quelque chose qu'il est extrêmement difficile de prouver, surtout lorsque vous avez des juridictions qui ne sont pas pressées de le faire. Au Sénégal d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la CREI a été mise en place. En ce sens qu'on vous demande de justifier une fortune que normalement vous auriez dû acquérir par des procédés connus, par des revenus identifiés. Eh bien, la CREI permet justement de mettre en avant l'existence de corruption. Alors si c'est cela que recherche le procureur, si c'est cela que recherche l'État du Sénégal, le meilleur instrument, c'est la CREI au Sénégal. C'est vrai, nous ne partageons pas tout ce qui se fait au niveau de la CREI, notamment l'impossibilité de pouvoir faire appel, mais dès lors que c'est une procédure qui a été utilisée contre d'autres Sénégalais, je pense que c'est la bonne qu'il faut suivre pour le cas Alioune et pour d'autres fonctionnaires qui pourraient être impliqués dans cette affaire. Cela n'empêche évidemment que l'on recherche également des responsabilités hors du Sénégal, c'est évident. Et la responsabilité principale au niveau des faits commis, elle est quand même celle de Franck Timis, employeur de Alioune, le frère du président de la République. 26 personnes ont été entendues. Vous faites partie des témoins justement qui ont défilé devant la division des investigations criminelles. Apparemment, vos témoignages, en tout cas, les preuves n'ont pas été suffisantes pour en tout cas déclencher une ouverture, une enquête justement à l'encontre d'Alioune. Est-ce que c'est ça réellement, M. Mbaye? Écoutez, les informations que nous avons données, ça c'est notre avis, c'est notre opinion. Les informations que nous avons données suffisaient à faire peser de très très gros soupçons sur la personne que vous venez de citer. Mais bon, comme vous le savez, l'appréciation est celle du procureur de la République. L'important, c'est que les Sénégalais sachent qu'une procédure a été engagée qui n'est pas la meilleure voie pour retrouver les vrais coupables, parce que
les faits que tout le monde accepte, tout le monde, le président de la République, dès lors qu'il ne les a pas niés, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, signataire du rapport de présentation, dès lors qu'il ne l'a pas nié, c'est que, et Abdoul Mbaye évidemment qui est contre-signataire de ce décret, c'est que le rapport de présentation du décret contient des informations erronées et fausses sur ce que sont les sociétés de M. Franck Timis, et que c'est ce mensonge, ce faux, qui a permis de violer l'article 8 du Code pétrolier. Donc ça c'est clair, tout le monde le sait, personne ne le nie. Voilà les faits indiscutables sur la base desquels toute action judiciaire devrait être engagée. Mais ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas parce que simplement on ne cherche pas à mettre la main sur les vrais coupables. L'appel à témoins n'a pas été efficace, à votre avis, ça n'a pas été une procédure en tout cas efficace pour parvenir à la manifestation de la vérité? Simplement parce qu'on ne cherchait pas à la rendre efficace. C'était pas... Écoutez, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Hein. Mais lorsque nous avons engagé la vraie procédure, quand je dis nous, c'est le Congrès de la Renaissance démocratique. Lorsque nous avons engagé la procédure qui seule peut permettre l'efficacité, parce que basée sur des faits incontestables. Quelle est cette procédure justement? Écoutez, c'est une plainte contre X, mais avec citation des personnes qui pourraient être concernées. Lesquelles? C'est une plainte, vous avez Franck Timis, vous avez Aliou Sall, vous avez les fonctionnaires qui ont été impliqués dans la rédaction du rapport de présentation. Vous avez Aly Ngouille Ndiaye qui a signé le rapport de présentation faux. Donc ces personnes-là sont identifiées et au-delà, sans doute, qu'il y a également d'autres complicités. Donc porter plainte pour faux en écriture publique, porter plainte pour faux en document administratif, ça c'est justifié et c'est probablement, et ça va être efficace, c'est probablement pourquoi c'est à ce jour bloqué. Mais est-ce que justement vous êtes dans votre plainte, la plainte que vous évoquiez là, est-ce que vous avez connu une suite favorable suite à cette plainte? Écoutez, elle a été introduite le 21 juillet, au moment où je vous parle, il n'y a pas encore de suite, en ce sens que nous attendons l'ordonnance qui doit permettre la consignation, pour que l'affaire puisse commencer à être traitée. D'autres plaintes sont venues après les nôtres, qui ont connu un début de traitement, mais la nôtre, nous attendons. Encore une fois, nous n'avons pas beaucoup d'espoir. Nous n'avons pas beaucoup d'espoir au niveau de la justice sénégalaise, de l'appareil judiciaire sénégalais, notamment au niveau du parquet sénégalais, mais nous suivons une procédure, nous sommes des Sénégalais, nous commençons par nous adresser à nos juridictions et constatant l'impossibilité de faire rendre justice, il y a d'autres possibilités qui seront exploitées. Et pourtant, selon certains observateurs, Abdoul Mbaye ne pourra pas échapper dans cette affaire. Il est impliqué comme tous les autres. C'est un peu facile. Abdoul Mbaye est impliqué, il ne va pas prendre le risque d'aller vers une procédure judiciaire efficace qui ne permet pas de s'en soustraire à un responsable. Vous savez, il faut quand même retenir que Abdoul Mbaye, contre-signataire, c'est-à-dire il n'est pas signataire, le contre-seing, ce n'est pas une signature. Un décret, c'est un décret présidentiel, c'est le président qui le signe. Le contre-seing du Premier ministre, dans le dispositif constitutionnel du Sénégal, c'est un contre-seing de prise en charge de l'instruction du président de la République. Et d'ailleurs, je le dis souvent, l'inspection générale d'État, qui a sorti son rapport, a identifié des responsabilités, mais jamais le Premier ministre n'a été cité comme responsable de ce qui s'était passé. Mais ce qui est important, lorsque vous avez votre signature apposée sur un document litigieux, sur un document pour lequel il est évident qu'il y a faux, la réaction normale du signataire, qu'il s'agisse d'ailleurs de M. Aly Ngouille Ndiaye, signataire du rapport de présentation, du président de la République, signature du décret, et du Premier ministre, c'est d'engager des enquêtes pour savoir pourquoi il y a faux. Et avant ça,
Dès lors que le faux est certain, c'est retirer le décret. Abdoul Mbaye, contre-signateur, qu'est-ce qu'il a fait justement alors pour en tout cas attirer l'attention des autorités et notamment... Mais nous avons commencé en 2016 déjà, lorsque nous avons mené notre enquête, une enquête personnelle, avec l'appui de certains journalistes. Lorsque nous avons, quand j'ai dit certains journalistes, il faut que ce soit clair, ce n'est pas la BBC, parce que là aussi on a droit à des développements assez saugrenus, mais je pense à Baba Aïdara. Nous avons écrit au président de la République en lui disant, mais attention, monsieur le président de la République, vous et moi, nous avons signé un décret, vous signez, moi contre-signé, basé sur un faux rapport de présentation, et un rapport de présentation qui, dans une certaine mesure, implique votre frère, Aliou Sall, puisqu'il était directeur général de Petrotim Sénégal. Il n'a pas réagi pendant 3 ans, il n'a pas réagi à ce jour. Mais c'est gravissime. Bon, finalement, je me suis résolu à agir moi-même dans le cadre, comme je le disais tout à l'heure, du Congrès de la Renaissance démocratique. Mais c'est cela qu'on peut faire. Parce qu'il y a 2 possibilités. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5. Ou vous avez été trompé, abusé par un faux. Et ça arrive tous les jours. Et à ce moment-là, vous le constatez et vous portez plainte. Ou vous n'avez pas abusé par le dit faux. Vous n'avez pas été abusé par le dit faux. C'est le cas du président de la République. Était-il conscient, justement? Mais je suis... En tout cas, à ce jour, les actes qu'il pose montrent qu'il n'a pas été abusé et qu'il ne veut pas aller à la recherche de ceux qui l'ont abusé. Alors que les faits sont là, patents. Mais qu'on porte plainte, qu'on engage des actions, non pas pour rechercher une corruption éventuelle, mais qu'on recherche pourquoi il y a faux et qui a fait le faux. C'est ce que le rapport du IGE établissait de manière claire. Et vous savez ce qu'il est devenu, on ne l'a jamais retrouvé, il n'est jamais parvenu au président de la République. C'est la démarche dans laquelle je lui demandais de s'engager en 2016, sans d'ailleurs connaître l'existence de ce rapport de l'IGE. Il ne l'a jamais fait. Et aujourd'hui que le poteau rose ne peut plus être caché, il s'engage dans une voie, recherchons le corrompu. Ça fait le moment était aussi propice, M. Abdoul Mbaye. Vous avez été nommé en avril 2012 à la tête de la primature, n'est-ce pas? Limogé après le 1er septembre 2013, c'est bien ça. Pourquoi avez-vous attendu jusqu'en 2016 justement pour quand même engager cette bataille judiciaire? Pourquoi vous ne l'avez pas fait lorsque vous étiez à la tête de la primature? Encore une fois, on est face à un faux. Le faux, il est fait pour vous abuser. Le faux, il est fait pour être caché. Si on fait un faux qui est patent, qu'on devine tout de suite, si on avait imité ma signature, je l'aurais constaté tout de suite. Mais dans ce cas, c'est un faux qui a été construit dans le cadre de la responsabilité du ministre en charge, mais qui est le seul responsable de ce qu'il écrit, du rapport de présentation qu'il présente non pas au Premier ministre. Parce que si j'avais eu dans le dispositif constitutionnel une responsabilité de contrôle des actes posés par un ministre, mais je me serais organisé en conséquence, j'aurais eu mon millier de fonctionnaires d'auditeurs, tous les décrets venant auraient été, tous les dossiers, parce que quand même, un dossier pareil, qui donne lieu à la signature d'un décret, c'est un dossier qu'on construit pendant 3, 4, 5 ans, avec des ingénieurs, avec des juristes, avec des voyages, etc. etc. Moi-même, quand j'ai décidé d'enclencher une enquête, de mener ma propre enquête, en 2016. Ça m'a quand même, fin 2014, ça m'a quand même pris 1 an et demi. Mais c'est pas facile. Parce que j'étais en train de refaire un travail qui avait été fait par les milliers de fonctionnaires du ministère de l'Énergie pendant plusieurs années. Ce n'est pas le rôle d'un Premier ministre de contrôler le travail fait par un ministre dans le cadre de responsabilités qui lui ont été assignées par le président de la République. En tant que chef de gouvernement, justement, le Premier ministre, en tant que chef de gouvernement, le patron de gouvernement, justement, il n'a pas justement en charge de contrôler les actions de... Non, pas du tout. Vous avez des organes de contrôle, vous avez l'IGE, etc. Mais on ne peut pas... Un Premier ministre est chargé de coordination. Il a des services qui dépendent directement de lui.
Par exemple, l'École nationale d'administration, ça dépend du Premier ministre. Le Conseil à la sécurité alimentaire, ça dépend du Premier ministre. Donc il a quelques services qui dépendent directement de lui par décision présidentielle. Mais quand un service dépend d'un ministre, le Premier ministre ne peut pas signer à la place du ministre. Le Premier ministre ne peut pas donner des instructions aux fonctionnaires du ministre. C'est pas possible. Donc Abdoul Mbaye n'a aucune responsabilité dans cette affaire. Aucune responsabilité dans cette affaire. Aucune. Par contre, il a constaté qu'il a été abusé et il a porté plainte. Le président de la République a constaté qu'il a été abusé, ou devrait constater qu'il a été abusé, et il ne porte pas plainte. En fait, il ne porte pas plainte parce qu'il n'a pas été abusé. C'est tout. Si vous l'avez informé le président Macky Sall de cette situation, qu'il a été abusé, qu'il a été trompé? Mais c'est le contenu du courrier que je lui ai adressé. Hein. A priori, je ne peux pas considérer qu'il est impliqué ou qu'il est concerné à ce point. Donc je lui dis, relisez la lettre, elle a été rendue publique, je lui dis, nous avons été abusés. Engagez des enquêtes administratives, engagez des enquêtes judiciaires. Il n'a pas bougé. Quelle a été sa réaction, lui? Il n'a pas bougé. Non seulement il ne m'a pas répondu, mais il n'a pas bougé. Il a été abusé dans le cas de Mamadou Ouri Diallo, le fameux trafiquant de médicaments. Il l'a reconnu, il n'a pas retiré le décret, c'est déplorable, mais il a au moins reconnu et il a dit qu'il avait demandé que l'on engage des enquêtes. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais encore une fois, sur la question du faux, pas sur... alors, ce que je trouve mais vraiment ridicule. Face à la presse internationale, je dis mais non, 10 milliards de dollars, ça n'a aucun sens. Mais quand vous allez à la recherche de la vérité ou quand vous démentez des choses fausses, vous dites aussi la vérité. Le président de BP, la société BP, a démenti le montant, mais a reconnu qu'il y a des sommes qui vont être versées à Franck Timis sous forme de royalties pendant 40 ans. Alors qu'il s'agisse de 10 milliards de dollars ou de 1 milliard de dollars, c'est inadmissible. Et il faut, quand vous êtes en face de la presse internationale, reconnaître la vérité, dire toute la vérité, parce que la vérité, ce n'est pas seulement ce qu'on choisit de dire, on choisit de dire toute la vérité. Et toute la vérité, c'était non seulement reconnaître que Franck Timis n'avait pas droit au permis pétrolier, que Franck Timis a pu obtenir un permis parce qu'il y avait un faux rapport de présentation, que Franck Timis employait mon frère Aliou Sall, c'est pourquoi il a pu avoir ce permis, et qu'enfin Franck Timis reçoit pendant 40 années des royalties. Et il aurait pu ajouter, alors je ne sais pas s'il le sait vraiment, mais comme c'est un spécialiste du pétrole, il aurait dû ajouter, le président de BP nous le cache, mais moi, État du Sénégal, j'ai fait signer un contrat à BP, parce qu'à Franck Timis qui a cédé ses droits, par lequel il est tenu, obligé, de ne rien me cacher. Rien ne peut être secret. Alors, s'il veut savoir, c'est vrai, ça ne fait pas 10 milliards de dollars, d'après lui, mais il lui est aisé de savoir combien ça fait et de les justifier surtout au peuple sénégalais. D'accord. Aliou Sall, en tout cas, démissionné de son poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Et votre bataille judiciaire, parce que c'était prévu justement également de saisir les juridictions internationales, maintenant c'est fait ou bien vous allez annuler cette procédure internationale? Écoutez, procédons par étapes. Mais, Monsieur Mané, soyez certain que nous serons là pour défendre les intérêts du Sénégal et des Sénégalais. Contre qui que ce soit. Y compris ceux auxquels les Sénégalais ont confié la gestion de leurs ressources naturelles. Parce que c'est inadmissible ce que nous vivons, c'est intolérable, inacceptable, et le Congrès de la Renaissance démocratique ira jusqu'au bout. Le peuple sénégalais sera informé. Il saura pourquoi telle procédure n'aboutit pas, pourquoi on choisit telle procédure plutôt que celle-là,
Pourquoi on abandonne les recours nationaux, juridictionnels nationaux, pour aller vers des recours internationaux? Il sera informé au fur et à mesure. Et surtout, on va essayer, parce que là également, M. Mané, il y a quelque chose de dramatique qui se joue. On va essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Mais pourquoi, après avoir constaté que le Sénégal a été spolié, que les Sénégalais ont été volés, pourquoi aucune mesure n'est mise en œuvre pour essayer de rattraper ce qui peut encore l'être? Mais pourquoi? Est-ce qu'on pourra annuler ces contrats signés aujourd'hui qui quand même semblent être aux normes internationales? Est-ce que c'est possible à votre avis? Écoutez, mais que l'on essaie. Moi, je ne suis pas pour l'annulation de contrats alors que des personnes ont investi, ont dépensé beaucoup d'argent. Mais il y a du faux, et le faux corrompt tout. Et il y a donc des possibilités certaines de pouvoir rattraper quelque chose. Est-ce que vous trouvez normal que Franck Timis, qui n'aurait jamais dû disposer de ce permis, ait encaissé ça? Par contre, le président de la République, il ne peut pas nier ça, parce que ça a été confirmé par BP, qu'il est déjà perçu sur les 30% cédés, c'est-à-dire le tiers de ce dont il était propriétaire, qu'il est déjà perçu 250 millions de dollars, 140 milliards de francs CFA. Vous trouvez ça normal? Mais il y a moyen, et ça a été obtenu à partir d'un faux, mais il y a moyen de mettre la main dessus. Et quand, au lieu de 30%, vous raisonnez à 82%, vous tombez sur une valorisation a priori de 750 millions de dollars, ça vous fait 420 millions de francs CFA, 420 milliards de francs CFA. Vous trouvez normal qu'on ne cherche pas à mettre la main sur ces biens? Mais voir des commissions rogatoires, à votre avis, peut-être demain une solution? Écoutez, on cherche une corruption. On cherche des flux qui auraient été donnés à qui? Où est la corruption? Est-ce que les fonds reçus par Franck Timis ne sont pas déjà de la corruption? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons nos certitudes, nous avons notre démarche, mais une démarche qui ne remet pas en cause, a priori, les compétences des juridictions nationales. Par contre, il est important que les Sénégalais, le peuple du Sénégal, sachent comment ces juridictions fonctionnent, selon qu'il s'agit de Khalifa Sall, qui a, dit-on, je crois quand même, c'est prouvé, qui a utilisé ou mal utilisé, dit-on, 1,8 milliard de francs, et comment on traite ceux qui ont été à l'origine de centaines, voire de milliers de milliards de francs CFA. Ça, c'est important. Il faut que les Sénégalais soient informés. Il faut également que les Sénégalais sachent qu'il y a des mesures qui sont engagées pour essayer de recouvrer une partie des fonds perdus. Nous recevons pour ce nouveau numéro l'ancien Premier ministre du Sénégal, président du mouvement du parti Acte Alliance pour la citoyenneté du travail. Pourtant, vous êtes également accusé dans une affaire, monsieur le Premier ministre. On va peut-être suivre ensemble la vidéo. Aly Ngouille Ndiaye vous accuse justement d'être actionnaire d'une société minière au Sénégal. On parle de plusieurs justement milliards de francs CFA également dans cette affaire. On va donc suivre ensemble la vidéo. Ensuite, rapidement, nous donner un peu votre version et votre réponse par rapport à ces accusations. Qui fait partie du groupe qui veut réclamer nos avoirs pétroliers et miniers. Il en a le droit. Mais moi, ce que je dis, c'est très simple. Il était actionnaire jusqu'en 2014 d'une société minière qui avait une concession d'or et qui était assise sur 30 tonnes d'or. Ça, je le sais, j'ai les éléments dans mon bureau. Je sais comment il a évolué dans l'actionnariat jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui, s'il vend, il a vendu à un prix. Maintenant, le problème est très simple. Il déclare l'Indiaï. C'est ce que j'ai dit. Il faut que je déclare l'Indiaï. Donc, ils sont en expertise. Moi, j'ai dit seulement, il y a un nègre qui est venu, il y a un téléphone. Il y a un téléphone, il y a un téléphone. Il y a un téléphone, il y a une carte, il y a un giga, il y a une image, peut-être, il y a une image pour observer. Mais le téléphone, beaucoup de gens entre les deux États. Beaucoup de gens. Parce que Tibir a une information, il y a une
tout simplement tey bu la joxee kër nga jël ci kër gi dem ko gas xëy fekk ci boytu or boo tëjee boytu di jaay kër gi doo jaay kër gi li ko jëndee woon c'est tout simple ça. On n'a pas besoin d'être expert, il faut seulement être intelligent. Voilà. On a suivi ensemble la vidéo, oui, justement. Alors, je vais commencer d'abord par vous dire, vous avez dit, ils vous accusent d'avoir fait un investissement privé. Depuis quand faire un investissement privé est un délit? En 2005, je dispose d'argent, j'investis, j'achète des actions, j'achète des biens immobiliers. Effectivement, j'investis dans une société minière. 30 tonnes d'or, c'est ça? Laissez-moi terminer, parce qu'on reviendra sur tout ce qu'il a dit. Donc, je ne vois pas en quoi investir dans un secteur privé, pour un privé, peut constituer une accusation et justifier autant de gesticulations de sa part. Ça, c'est la première chose. Je me permets quand même de faire une remarque, peut-être deux. La première, c'est que j'investis quand je suis dans le secteur privé, je désinvestis quand je sors de fonction publique. Puisqu'il s'agit d'investissement privé, M. Ndiaye, un jour viendra où on parlera de ces investissements privés, mais réalisés pendant qu'il était dans la fonction publique. La nuance est importante. La seconde chose que je souhaitais préciser, la deuxième remarque importante, c'est que quand vous êtes accusé ou qu'on vous reproche d'un fait grave, vous n'essayez pas de sortir un autre fait. Répondez à ce qui vous est reproché. Aly Ngouille Ndiaye n'a qu'à dire publiquement deux choses. Un, oui ou non, l'information donnée sur les sociétés Petro-Tim, dans le cadre des rapports de présentation, qui ont permis de violer la loi du Sénégal et d'attribuer des permis de pétrole et de gaz à Franck Timis, cette information, elle est juste ou elle est fausse. Qu'ils répondent à un journaliste comme vous ou à d'autres. Deuxièmement, est-ce que lui, Aly Ngouille Ndiaye, était au courant ou pas? Aussi simple que ça. Il y a deux questions auxquelles, jusqu'à présent, il ne répond pas, cherchant des investissements privés réalisés par Abdoul Mbaye, etc. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il a parlé du permis au-delà du permis minier et de ceux qui avaient été déjà découverts. Ce sur quoi je lui réponds. J'espère que ce dont il me parle est réalisé, parce que j'en serai très satisfait. Ce que je réponds, c'est qu'à ce jour, les actions ont été cédées en 2014. Je n'ai pas, parce qu'il s'agit d'un investissement que j'avais fait pour aider un ami plutôt qu'autre chose. Une société minière. Une société minière. Qui s'est assise sur 30 tonnes d'or. Ah oui, elle s'appelle même Sorette Mine. 30 tonnes d'or, je ne sais vraiment. Je n'ai jamais eu cette information. Peut-être qu'il le sait. Il a les éléments. Il a toutes les preuves. Il a dit, vous avez suivi ensemble. Oui, mais c'est Aly Ngouille Ndiaye qui parle, le signataire de faux. Moi, en tout cas, je n'ai pas cette information. La deuxième chose, c'est que je l'ai vendu en 2014. Il dit vrai. C'est clair. La troisième chose, c'est qu'à ce jour, je n'ai pas encore encaissé 1 franc sur cette vente, parce que simplement, le projet continue à se mettre en place, qui n'est pas finalisé. Le jour où le promoteur principal sera en mesure de me régler, on va s'asseoir et le règlement sera fait, le revenu... C'est clair. Expliquez-nous justement de quoi il s'agit réellement, monsieur le Premier ministre, parce que quand même... Il s'agit d'une mine d'or. Il y a des mines d'or. Vous savez qu'à Sabodala, il y a des gisements en or, il y a des sociétés... En 2014 ? Non. En 2005, j'ai fait l'investissement. Attention, c'est important de préciser la date. En 2005, je suis directeur général d'une banque, je suis dans le secteur privé, j'ai des moyens, j'investis. C'est mon droit. C'est en 2014 que je me désengage. Mais je peux vous citer aussi, si vous le souhaitez, des immeubles que j'ai acquis. Mais c'est mon droit. Mais personne ne peut me contester ça. C'est tout.
mais que ça ne soit pas agité comme je ne sais quoi pour attirer l'attention sur le fait que puisqu'on parle de mine, Abdoul Mbaye aussi est concerné. C'est mon droit de faire des investissements et de m'en désengager quand je veux et de signer des contrats et des dispositions permettant le règlement les modalités du règlement de ce désengagement. C'est tout ce que je... Vous n'avez aucune information sur les 30 tonnes d'or qui... Non, une fois de plus. Très sincèrement, je pense que c'est du bidon. Vous avez vu comme il est excité avec les mains qui vont dans tous les sens. C'est avec confiance, rassurance. Ceci dit, s'il y a les 30 tonnes d'or, ben, moi je suis preneur. Hein. Ça, je ne vais pas cracher dessus. Et on fera de la publicité pour le faire savoir. Je n'ai rien à me cacher, moi. Je n'ai rien à cacher. La gestion des affaires naturelles aujourd'hui suscite beaucoup de débats. On vient d'entendre des nouvelles révélations concernant le protocole d'exploitation du fer de la Falémé. On parle également beaucoup de milliards que le Sénégal, en tout cas, aurait perdu. Aujourd'hui, Abdoul Mbaye, qu'est-ce que tout cela vous inspire, vous, en tant qu'ancien Premier ministre du Sénégal? Ben écoutez, c'est dramatique. C'est dramatique, mais tout ce qui est ressources naturelles est caché, géré dans l'opacité, notamment par ce monsieur qui vient de se livrer à toutes ces gesticulations. On lui avait d'ailleurs demandé, à l'époque, de faire un audit complet de toutes les attributions de permis. Bon, il n'avait peut-être pas terminé au moment où je quittais, mais je n'ai jamais reçu ce rapport d'audit. Il y a le choix de la gestion des ressources naturelles du Sénégal de manière opaque. Il faut que non seulement les responsables politiques, mais également tous les fonctionnaires impliqués sachent qu'il faut désormais, ne serait-ce qu'en raison de la modification constitutionnelle intervenue en 2016, traiter les choses dans la plus grande transparence, parce que désormais les ressources naturelles appartiennent aux citoyens. Elles correspondent à des biens sociaux et tous ceux qui sont impliqués peuvent faire l'objet de poursuites pour abus de biens sociaux de la part d'un seul citoyen. C'est ça le principe, même si nos juridictions n'ont peut-être pas encore évolué dans cette direction. Quand vous signez un contrat avec cette société turque, mais qu'est-ce qui vous empêche d'abord, une fois que vous avez fait votre choix sur des bases objectives après un appel d'offres public ouvert, qu'est-ce qui vous empêche de publier les MOU, de publier le contrat signé? Ça, c'est la première des choses. Donc, de grâce, entrons dans une nouvelle ère de transparence, cessons de cacher tous ces engagements qui sont pris au nom du Sénégal. Mais ceci dit, pour ce cas particulier, c'est dramatique parce que ça révèle une conception de la construction de l'émergence du Sénégal, mais qui est complètement à côté de la plaque. Passez-moi l'expression, on n'est plus dans le PSE, on est dans de la bêtise économique. Et je suis poli, d'autres parleront de conneries économiques. Mais comment pouvez-vous... D'abord, vous avez affaire à un aciériste avant d'être minier. Tossiali, c'est un aciériste avant d'être minier. J'ai lu le MOU dans l'attente de pouvoir lire le contrat. Il ne prend pas d'engagement ferme sur l'exploitation du fer de Falémé. Or, c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui est présenté par le régime comme étant une solution apportée à un vieux problème sur lequel le Sénégal est en train de... Mais il nous dit, oui, moi je vais bien utiliser à un moment donné le fer de la Falémé comme matière première, mais réalisez d'abord votre chemin de fer. Ce qui l'intéresse, c'est l'immédiat. L'immédiat pour lui, c'est quoi? C'est intervenir dans un secteur déjà concurrentiel, c'est-à-dire que vous avez des opérateurs sénégalais qui interviennent dans le secteur. Obtenir des avantages qui n'existent pour aucun de ces opérateurs. Ça veut dire que nous sommes en train d'accueillir... Moi, je suis pour le développement de la coopération avec un pays comme la Turquie, notamment sur le plan économique. J'ai été, après une visite officielle en Turquie, initiateur par les privés sénégalais, par des investisseurs sénégalais, d'une société qui devait entrer en joint venture, elle a été créée d'ailleurs à l'époque,
entrer en joint venture avec des sociétés russes, des sociétés turques, pardon, pour réaliser des projets. Mais c'est comme ça qu'on développe son économie nationale. Mais pas en permettant à une entreprise étrangère d'écraser un secteur concurrentiel qui existe déjà, parce que nous avons des fabricants de fer à béton. C'est vrai, ils le font peut-être parfois à partir de fer lisse. Là, il va le faire à partir de billettes, mais nous avons également une société qui traite la ferraille et qui fabrique de l'acier, qui fabrique du fer à béton à partir de la ferraille. Et puis là, tout d'un coup... 10 185 milliards, c'est la somme en tout cas avancée pour l'instant que la société turque Tusiali aurait en tout cas gagné sur le dos des Sénégalais. C'est énorme. Écoutez, laissons le montant être calculé par des spécialistes, notamment des inspecteurs des impôts, comme Ousmane Sonko. Moi, je ne suis pas de cette spécialité-là. Ce que j'apprécie, c'est le comportement de nos autorités sous le prétexte de devoir promouvoir l'industrialisation du Sénégal. On ne promeut pas une industrie en ayant recours à de l'investissement direct étranger qui écrase votre industrie nationale. Ce n'est pas possible. On a besoin de l'étranger, c'est vrai, on a besoin de ses compétences, on a besoin de sa technologie, on les fait venir en les associant à des nationaux et on ne les privilégie pas par rapport au... Le gouvernement a démenti de toutes les façons ces informations en parlant de chiffres erronés en tout cas donnés par l'inspecteur des impôts. Ça c'est la partie mine. Moi je vous parle de la partie aciérie. Fabrication de fer à béton à partir de billettes de fer importés. Moi, c'est de ça dont je vous parle. Comment pouvez-vous concevoir, par exemple, j'ai vu ça dans le MOU, en attendant qu'on nous présente le contrat, qu'une société étrangère arrive et qu'on lui délivre un droit de préemption. Mais rien que signer ça, c'est une honte. Non seulement pour tous ceux qui ont signé ou qui ont aidé les dossiers, je pense au directeur de l'APIX, au ministre de l'Industrie, en charge de l'industrie. Comment pouvez-vous lui donner un droit de préemption sur toute la ferraille du Sénégal en lui demandant gentiment d'être très sympathique et de céder quand même de la ferraille aux Sénégalais qui en auraient besoin. C'est dramatique, c'est lamentable et c'est la preuve de la manière dont ce pays est géré, quoi. C'est incroyable. D'accord. Abdoul Mbaye, vous êtes président de l'ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail. Votre parti n'a pas pris malheureusement part à la dernière élection présidentielle. Suite à l'application de la loi sur le parrainage, le dialogue politique est en cours. Vous avez décidé justement de boycotter ces concertations. Et est-ce que c'est la raison principale? Non, écoutez, il faut d'abord nuancer. Nous n'avons pas décidé de boycotter le dialogue politique. Il y a une part des concertations engagées qui nous concernent. Ce sont les concertations politiques habituelles, traditionnelles, républicaines. Au lendemain de chaque élection majeure, même si on n'a pas toujours satisfaction sur les points qui sont demandés. Par contre, nous avons considéré que le reste, la discussion sur les hydrocarbures, la discussion sur le PSE, etc. Mais ça concerne Macky Sall, qui a été élu, dit-il, avec 58% des voix, qui a un programme qui, dit-il, est excellent pour le Sénégal, mais qu'il mène sa barque et que l'opposition soit laissée dans son rôle d'opposition, c'est-à-dire de critique positive. Qu'est-ce que c'est que la critique positive? Lorsque Macky Sall fait quelque chose de bien, on dit c'est bien. Lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, on dit ce n'est pas bien. Vous le faites, vous, Pardon? Vous le faites en acte? Évidemment, on le fait. Quels sont les points positifs en tout cas que vous... Écoutez, pour l'instant, très sincèrement, le seul point positif qu'on n'a jamais pu relever de l'action de ce président de la République, c'est l'intervention par la CEDEAO au niveau de la Gambie, lorsqu'il a fait. Au niveau de la Gambie. Au niveau de la Gambie. Mais pour tout le reste, nous sommes en contestation avec lui, parce que simplement, on ne voit pas chez lui cette volonté de mettre en avant l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Et c'est comme ça que fonctionne une démocratie. Une démocratie a besoin d'opposition. Mais on a un président de la République qui est dans un
dans un rôle où systématiquement il faut soit casser l'opposition, soit rendre l'opposant inéligible ou lui interdire l'accès aux élections, soit le faire transhumer, le faire avec des bonnes herbes grasses, ou alors l'amadouer avec un statut de chef d'opposition, etc. Non, on a besoin d'une opposition dynamique, critique de manière positive, comme je vous l'ai dit. On vous a vu justement lors de cette élection aller en alliance avec Idrissa Seck, votre ennemi d'hier. Quelle explication donnez-vous à cette alliance? Écoutez, d'abord, ennemi d'hier, je ne vois pas à quel moment. Ce que je puis dire, c'est qu'en 2012, il était dans la coalition, il avait des ministres qui représentaient son parti au sein du gouvernement dont j'étais le Premier ministre, donc on n'était pas ennemis. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il a décidé de changer, mais on est restés les amis que nous étions hors la politique. Ceci dit, nous avons soutenu moins Idrissa Seck qu'un des 4 candidats à la suite d'une procédure qui a été décidée au niveau de mon parti et en symbiose avec d'autres partis. Une procédure simple, claire. Nous avons un minimum de réformes que nous considérons comme indispensables pour restaurer la démocratie dans notre pays et poser les bases d'une gestion de l'État sobre et vertueuse. Voilà ces propositions. Soumettons-les à chacun des 4 candidats en opposition à Macky Sall. Et celui qui ira le plus loin dans l'engagement de mettre en œuvre ces propositions, eh bien, nous le soutiendrons. Et c'est donc cette procédure objective qui nous a permis de désigner Idrissa Seck comme le candidat à soutenir. Non seulement par nous, mais également par un autre parti, le parti de Tekki, dirigé par Mamadou Lamine Diallo, parce que toute cette procédure avait été menée de concert. Depuis la définition des réformes à demander comme essentielles, considérées comme essentielles, jusqu'à la signature de l'engagement. Abdoul Mbaye est recalé à la dernière élection présidentielle. Aujourd'hui, quel est le poids de l'acte justement? Est-ce qu'Abdoul Mbaye a toujours des ambitions présidentielles, notamment pour le Sénégal? Écoutez, je ne suis pas entré en politique pour avoir des ambitions de député, de maire ou de président. Il faut savoir que la politique, c'est d'abord un projet. En tout cas, la politique telle que nous la concevons et telle que je l'enseigne aux jeunes qui sont dans mon parti. La politique, c'est un projet. La politique, c'est une ambition pour son pays, pour son peuple. Ça n'est pas une ambition personnelle. Essayer ou vouloir devenir président de la République, ce n'est pas de la politique, c'est un moyen. C'est différent. En tout cas, Abdoul Mbaye n'était pas politicien non plus. On connaissait plutôt un Abdoul Mbaye banquier. Mais juste... Il a fallu qu'il passe à la primature pour qu'il soit quand même vraiment présenté à non. politique sénégalaise et mondiale. Non, attention, Abdoul Mbaye était déjà connu. Abdoul Mbaye est devenu homme politique, c'est vrai. C'est ça. Il est devenu homme politique. Après, Premier ministre, sans être politicien. Attention, je n'étais pas encarté, je ne soutenais aucun parti, sinon la politique du président de la République, telle qu'il annonçait qu'il allait la mettre en œuvre. Mais c'est tout. Et j'ai quitté, je n'ai pas fait de politique après le 1er septembre 2013. J'ai plutôt mis en œuvre sur pied, j'étais plutôt intéressé par les actions citoyennes. J'ai plutôt mis en place un club de réflexion qui s'est appelé Club Travail et Vertu, et on s'est mis à produire pour le président de la République et pour les décideurs de ce pays. Mais c'est après avoir constaté que le vrai problème du politique, du Sénégal, ne se trouvait pas dans le choix du politicien, mais qui se trouvait dans la manière de faire la politique. Et je me suis dit, bon, je vais faire le saut pour appeler à une autre manière de voir la politique. La politique, à la différence de la politique professionnelle, conduite par le politicien pur, rusé, calculant, mentant sur les projets, sur son programme, une fois assis, ne se souciant que de se remplir les poches, lui, son petit frère et toute la famille. Non, et il faut
que dans ce pays qui a les possibilités de sa croissance et de son émergence, que l'on corrige le point majeur, le pilier principal de tous ces mots, que l'on change les paradigmes et qu'on ait d'autres principes pour conduire au choix de ceux qui nous dirigent, qu'il s'agisse, lorsqu'il y a élection, qu'il s'agisse d'un président de la République, d'un député ou d'un maire et des conseillers municipaux. Donc change primature justement pour avoir cette inspiration. Absolument, absolument, ça m'a ouvert les yeux. L'élément déclencheur alors, c'est Macky Sall, la politique chez Abdoul Mbaye. Disons la continuité. Vous vous souvenez, on parlait de rupture. Et ce sont les ruptures qui m'ont amené à accepter les fonctions de Premier ministre. Dès lors que ça change, je suis d'accord. Mais quand vous constatez qu'il n'y a pas rupture et qu'on reste dans une gestion que l'on a connue depuis 30-40 ans, là par contre, vous vous dites attention, je suis un homme de réflexion, je suis intéressé par l'histoire, eh bien, j'ai considéré que finalement, le vrai mal de ce pays, ça n'était pas lié au choix d'un président né avant l'indépendance ou né après l'indépendance, avec un discours tel que les Sénégalais l'attendaient, c'est de changer la manière de faire de la politique et d'opter résolument pour des personnes dont on est quasiment certain, encore que on n'est jamais à 100%, sur la base de leur vécu et de leur pédigré, qui ne vont pas s'installer pour s'en mettre plein les poches. Rapidement, Monsieur le Premier ministre, vous venez d'être condamné par la Cour d'appel de Dakar dans le procès vous opposant à votre ex-épouse. Est-ce que cette histoire ne risque pas justement de ternir un peu votre image, notamment vos ambitions présidentielles pour le Sénégal? Chaque fois Abdoul Mbaye devant la barre. Peut-être ternir mon image, non, parce que mon image, elle dépend de la vérité. Vous voyez comme je suis serein, je sais quelle est la vérité, ça c'est l'essentiel. Par contre, sur la démarche politique ou sur ce que vous appelez les ambitions personnelles, certainement, puisque leur objectif, c'est de me rendre inéligible. Mais c'est une affaire privée, en tout cas. Non, c'est une affaire privée, mais à laquelle on a remorqué un problème pénal, mais inventé de toutes pièces. Concernant l'arrêt de la Cour d'appel, il est désormais disponible. J'ai recensé, et il y aura publicité autour de ça, 6 mensonges dans un arrêt de justice. 6 mensonges, mais on ne peut pas faire pire. Donc, l'essentiel, c'est quoi? D'en tirer les leçons. S'ils me rendent inéligible, je serai inéligible, et puis c'est tout. Mais ça n'enlèvera rien, au contraire. Ça renforce ma détermination. Parce que cette politique, autrement, elle a besoin justement que le Sénégalais, pour s'imposer, elle a besoin que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent faire la différence entre ambition personnelle et volonté d'améliorer les choses pour son pays. Donc je reste aussi engagé qu'autrefois et peut-être, et sans aucun doute d'ailleurs, davantage. Abdoul Mbaye, vous avez été nommé en avril 2012 comme le premier ministre justement du président Macky Sall avant d'être élu à la tête du pays et avant d'être limogé plus tard. Donc le 1er septembre 2013, c'est bien ça? Septembre 2013, septembre 2019, 6 ans après votre passage à la primature aujourd'hui, quel regard lancez-vous dans vos fonctions? Vous faire un petit reproche. Vous avez été limogé. Vous n'avez pas été limogé. Non, voyez-vous, Monsieur Mané, quand vous avez servi votre pays, que vous quittez une fonction qui n'est pas une fonction éternelle, mais vous quittez une fonction où on met fin à vos fonctions. Pourquoi au Sénégal, on se plaît à ternir l'image de celui qui quitte la fonction sans jamais se soucier de son bilan? Ça n'est jamais le plus important. Car la façon de partir, de quitter aussi, c'est important. Voilà. Il a été limogé, il a été défenestré, etc., etc. Bon, c'est un petit reproche, mais ça relève également d'une autre conception de la politique et des fonctions politiques. J'ai quitté le gouvernement, effectivement, le 1er septembre 2013, mais croyez-moi, hein, vous savez, ce n'est pas une date importante pour moi. Le 1er septembre 2013, c'est la date de l'anniversaire de ma fille. C'est ça qui est important pour moi. Et vous vous souviendrez d'ailleurs que ce jour-là, j'ai passé l'après-midi autour d'une piscine en train de fêter l'anniversaire de ma fille.
L'important, c'est que Abdoul Mbaye, pendant 17 mois, s'est mis entièrement, totalement au service de son pays, au service des souffrances des Sénégalais, au service de ceux qui pouvaient améliorer le quotidien des Sénégalais. Et ayant quitté ses fonctions, il a remercié le président de la République. Il a rédigé immédiatement un ouvrage qui s'appelle « Servir », dans lequel il a consigné l'essentiel de ce qu'il avait eu à faire comme chef de gouvernement. Encore une fois, ce n'était pas sa responsabilité, tout coordonner. C'était ça sa responsabilité. J'ai travaillé avec des ministres remarquables d'engagement et de dévouement au service des problèmes vécus par les Sénégalais, sauf peut-être Ali Ngouille qui était en train de nous glisser des pots de banane extrêmement... Quel est votre problème justement avec Ali Ngouille rapidement? Mais c'est celui-là. Mais écoutez, quand on vous a abusé sur un fait aussi grave, mais vous ne pouvez pas en revenir. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que le premier emploi de Ali Ngouille, c'était à la Banque de l'Habitat du Sénégal, et c'est Abdoul Mbaye qui le lui a offert. Ça, il faut le savoir. Alors, quand ce monsieur-là vous glisse entre les pattes, à vous et au peuple du Sénégal, un faux pour mettre le pétrole, l'avenir du Sénégal d'ailleurs, l'avenir du Sénégal entre les mains d'un voyou comme Franck Timis, ça pose problème. Mais d'une manière générale, très sincèrement, et cela vous pouvez le constater dans l'ouvrage que j'ai rédigé, nous avons travaillé avec des ministres de très grande qualité, donc l'œuvre, c'est ça qui est important. Si c'était à refaire justement, demain, le président Macky Sall fait encore appel à Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye refuse. Non, mais Abdoul Mbaye refuse. C'est la nation sénégalaise. Mais c'est pas sous les ordres de quelqu'un qui trompe la nation sénégalaise. Moi, je veux bien servir, mais servir, parce qu'un Premier ministre, il doit connaître sa place aussi. Hein. Celui qui définit la politique, celui qui demande d'exécuter tel et tel ordre, c'est le président de la République. Le Premier ministre, c'est un exécutant. Bon, je veux bien exécuter des ordres, mais des ordres allant dans le sens des intérêts des Sénégalais. Si c'est pour exécuter des ordres allant dans le sens de Franck Timis et de son employé Aliou Sall, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une évidence. Rapidement, apparemment, en 2012, c'est plutôt votre jeune frère, l'ancien directeur général de la Sonatel, qui était pressenti au poste de Premier ministre. Et finalement, c'est Abdoul Mbaye qu'on a vu justement atterrir à la primature. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Très rapidement, parce que... C'est pas la première fois que j'entends ça, mais il n'avait jamais été informé lui-même. Et puis et de toute façon, je pense, qu'il n'y avait pas que Abdoul Mbaye sur la liste des premiers ministrables. C'est une évidence. Il y a dans ce pays plusieurs Sénégalais qui peuvent occuper la fonction. On a fini par choisir Abdoul Mbaye. Donc, parce que c'est Abdoul Mbaye et surtout parce que c'est le bon Dieu. Grâce à qui? C'est le président de la République qui est compétent pour choisir un Premier ministre. Mais je ne pense pas qu'il ait un choix dès le départ. Pour tout vous dire, moi, Abdoul Mbaye, qui à l'époque conseillait le candidat Macky Sall, j'ai eu à lui faire parvenir une proposition de nom. Mais ce n'était pas Abdoul Mbaye. Pour ne rien vous cacher, en raison... Vous êtes ici à ce poste? Mais dans mon esprit, ça ne me venait pas. Il était hors de question que je sois ministre, ça c'est clair. J'étais prêt à être conseiller, parce que j'avais assumé presque ces fonctions de conseiller occulte pendant la campagne. C'est tout. Mais je ne me voyais pas du tout le Premier ministre. Par contre, je voyais quelqu'un comme Jacques Diouf, paix à son âme, en raison de son pédigré, en raison également de ce qu'il aurait pu apporter à l'agriculture du Sénégal et donc à ce que je considère et que je continue de considérer comme devant être la base de notre développement économique, tout ce qu'il aurait pu apporter au Sénégal et aux Sénégalais. Monsieur le Premier ministre, c'est la fin de cette émission. Le mot de la fin, c'est quoi? Vous savez, on l'a presque évoqué, je serais tenté de dire le combat continue pour le Sénégal, pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été pour nous un excellent plaisir de recevoir ce soir sur ce plateau d'Africa 7 comme invité la rédaction Africa 7 qui recevait l'ancien Premier ministre du Sénégal, président du moment du parti ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail,
Monsieur Abdoul Mbaye, ça a été pour nous un excellent plaisir de vous recevoir ce soir sur notre plateau. En tout cas, on vous remercie pour la disponibilité en espérant de vous recevoir très bientôt encore. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation. Merci à toute l'équipe de la rédaction. On se donne rendez-vous semaine prochaine dans un nouveau numéro avec notre invité. D'ici là, excellent sur le programme sur la chaîne pan-africaine Africa 7 au revoir. Merci beaucoup. Merci.